Rebonjour, rebonsoir avec moi, le gars des plantes. Aujourd'hui, troisième partie de la lecture de mon livre. Puis vous allez voir, ben intéressant comme à l'habitude. Sans plus tarder, on commence, on perd pas de temps parce qu'on n'a pas toute la journée. Alors je vous rappelle pour ceux et celles qui disent ah mais c'est long, 30 minutes comme vidéo. Le but de ces vidéos-là, en fait, c'est que vous portez attention à ce que je vais dire, puis vous continuez à faire vos choses, par exemple cuisiner, faire un peu de sport, pendant que vous préparez, aller travailler ou prendre une petite marche, des choses comme ça. Puis c'est comme si je vous ferais la lecture de mon livre. C'est aussi simple que ça. Si vous n'avez pas vu les deux autres parties, je vais les mettre à la fin du vidéo pour que ça va être plus simple pour vous, juste de cliquer puis de voir ce que j'ai lu avant. C'est peut-être une bonne idée de commencer par ceux-là aussi également. On commence pour vrai. Alors, on était rendu au chapitre poisson. Alors, ça va comme suit. Selon fishcon.org, extrapolation of FAO data ont estimé entre 38 et 128 milliards de poissons d'élevage pour la nourriture ont été tués globalement en 2011 et ce chiffre augmente d'année en année. On ajoute à cela entre 0,97 à 2,7 trillions, qui est 1 milliard de milliards. C'est-à-dire, j'ai mis les chiffres, c'est, imaginez 1, 3 0, 3 0, 3 0, 3 0, 3 0, 3 0 de poissons en nature sont attrapés et cela ne compte pas les poissons qui sont tués dans les fermes aquatiques avant d'être abattus à l'abattoir. Ils sont capturés et libérés seulement pour mourir de stress ou d'innombrables autres raisons. Donc ça ne compte pas ces poissons-là. 100 à 110 millions de tonnes par an sont tués, soit 80 pour notre consommation directe et 30 pour nourrir les animaux que nous mangeons ou que nous élevons dans nos maisons. Ce qui nous amène à dire que l'on pêche 2 fois plus de poissons qui s'en produisent dans l'océan est la chose davantage épeurante lorsqu'on lit que 7 des 10 plus importantes espèces de poissons sont sur le bord du dépeuplement. Le thon rouge, l'espadon, l'esturgeon, le saumon du Pacifique et la morue. De plus, le fait de penser qu'il y a de plus en plus de plastique, de déchets irrécupérables, de dépôts contaminés, déchets nucléaires et chimiques dans la mer où tous les poissons vivent rend la chose encore plus terrifiante. Les déchets nocifs des animaux élevés sur la terre ferme sont évacués à même la ferme et contaminent les océans. Par le fait même, ingérer des produits animaux vivants dans les océans nous procure une quantité faramineuse de pollution dans notre système, ce qui développe plusieurs maladies et peut-être même aide à créer ou alimente même certains types de cancers. La quantité de mercure présente dans certains poissons est tellement énorme parfois que l'on doit se mettre des avertissements comme sur les bouteilles à la pharmacie, l'alcool, la cigarette, les boissons énergisantes, comme quoi l'on doit se limiter sa consommation à une certaine quantité ou même parfois l'éliminer complètement de notre alimentation lorsque nous sommes enceintes par exemple ou encore avec une certaine faiblesse dans notre corps humain. Pourquoi persister à vouloir continuer à prendre ce genre de produits dans notre alimentation si nous savons qu'en consommer trop augmente ou alimente les dangers pour notre santé? Bizarrement, ce n'est pas marqué sur les fruits et légumes, produits céréaliers, noix, de se limiter notre quantité quotidiennement. Les produits avec un avertissement de consommation n'est jamais excellent pour nous en grande quantité ou en petite quantité. Les gens qui ne veulent pas fumer ou boire de l'alcool pour cause de santé devraient être les mêmes qui se soucient également de ce qu'ils se mettent autant dans le corps en termes de nourriture et à l'extérieur en termes de produits nettoyants, et ceux d'origine animale ou pas. Le mercure est une substance très toxique capable de provoquer des troubles neurologiques et autres maladies graves. L'humain qui consomme trop de mercure peut avoir des problèmes musculaires et des lésions nerveuses.
Dans certains cas extrêmes, l'homme peut tomber dans le coma ou mourir. Dans les poissons qui en contiennent le plus, ce sont ceux qui vivent le plus longtemps et les prédateurs comparativement aux mollusques. En ordre de croissance des plus importants poissons / fruits de mer contenant du mercure, on commence par crevettes, huîtres, sardines, tilapia, saumon, calmar, crabe, haringue, homard. On suggère d'en consommer au grand maximum 2 à 3 portions par semaine. Ensuite, nous avons les carpes, raies, truites arc-en-ciel, thon jaune et thon blanc. Ceux-ci, l'humain devrait se limiter à une portion par semaine. Dans la dernière section qui est plus consommée dans l'est de la planète, comme l'Asie, nous avons le marlin, le requin et l'espadon que nous devrions carrément ne pas inclure dans notre diète puisqu'ils sont des grands prédateurs et par le fait même des énormes transporteurs de mercure. Faut mieux ne pas consommer de poissons ou de fruits de mer afin de maintenir une bonne santé saine. La pêche industrielle utilise des gros bateaux extrêmement polluants avec des outils très sophistiqués électroniquement pour pister et attraper les poissons dans un piège ou un énorme filet qui ramasse tout sur son passage, incluant déchets de la pollution ainsi que les poissons non voulus par l'industrie. 10% des 100 millions de tonnes de poissons pêchés annuellement dans le monde sont rejetés à l'eau en raison de leur faible valeur marchande, indique une étude à l'Université de la Colombie-Britannique. Par estimation, c'est environ 4500 piscines olympiques qui seraient remplies avec ces rejets. Ce qui fait peur, c'est que 13 des 17 points de pêche principaux sont vidés et épuisés s'ils ne sont pas en rapide déclin. Les 4 qui restent sont surexploités et le même résultat arrivera aussi. Pour cette raison, les scientifiques estiment qu'en 2052, les océans vont être carrément vides de tout poisson industriel. Lorsqu'on parle d'animal marin, le plus amicaux, on parle de dauphins. Les dauphins sont même exploités en Asie. Cela peut paraître d'une violence au-delà des autres animaux que nous mangeons, étant donné leur gentillesse et leur douceur qu'ils ont, mais non, en fait, ce n'est aucunement différent des autres animaux. Un animal reste un animal, un point c'est tout. On s'y prend à l'aide de bâtons en métal que l'on met dans l'eau pour ensuite les frapper pour qu'ils émettent un résonnement et interfèrent avec leur système écholocatif, en parenthèse, ce qui leur donne la capacité de repérer et situer les aspects importants de leur environnement comme leurs proies et leurs obstacles. Cette pratique fait pour désorienter et brouiller leur mécanisme de défense, ce qui les mène directement dans les filets pour les captiver. Ensuite, ils sont saignés à l'aide d'une machette en dehors de l'eau pendant qu'ils suffoquent lentement et en se débattant de plusieurs convulsions, ce qui amène à dire que la souffrance de la douleur est maintenue le plus longtemps possible. Tout leur sang est vidé dans les océans par milliers de litres après les meurtres. Ce qu'on fait avec leur peau et leur chair est la même chose que l'on fait avec les vaches, c'est-à-dire de la nourriture et des vêtements. La seule différence est que l'un des deux animaux, on peut nager avec eux dans des forfaits de luxe dans les pays chauds et l'autre animal est rarement visité dans les fermes pour passer du bon temps à leur compagnie. Pourtant, les deux ressentent la douleur et du plaisir de la même façon que l'humain ou le chien. Fin du chapitre. Chapitre suivant, produits laitiers. On s'est fait dire pendant toute notre enfance par nos parents, les publicités, les écoles et même le guide alimentaire canadien de consommer quotidiennement une certaine quantité de produits laitiers afin d'avoir des os solides. Est-ce que cela est réellement véridique? Selon les études scientifiques, les pays avec le plus haut taux de consommation de lait ou de produits laitiers sont les États-Unis, l'Angleterre, la Finlande, la Suède, la Nouvelle-Zélande, la Hollande. Étrangement, ce sont les mêmes pays avec le plus haut taux d'ostéoporose ou de fracture de la hanche. En effet, sur 100 000 personnes, ils ont une moyenne variant entre 50 à 110 cas avec une consommation quotidienne de calcium de 750 à 1400 mg, alors que Hong Kong, Singapour, Yougoslavie ont sur la même quantité de personnes, soit 100 000, entre 10 à 45 cas avec une consommation de 450 à 700 mg par jour.
Donc, nous pouvons conclure que plus la consommation de calcium est élevée, plus les chances d'avoir un problème de santé relié à l'ostéoporose ou des problèmes d'os est grande. Pour un pays seulement, cela pourrait paraître de coïncidence, mais pour 4, c'est dur à avaler. Le lait de type bovin est plein de pus. Et oui, sucer le pis de vache 3 fois par jour cause de l'infection et avec des hormones que l'on donne, c'est encore pire. Le pus est d'ailleurs autorisé selon une réglementation plus ou moins stricte selon différents pays à travers le monde. Ici au Canada, le pus autorisé par millilitre, en parenthèse, cellules somatiques, est de 400 000. Donc 360 kg par lactation si je ne m'abuse. Ailleurs, dans le monde entier, c'est moins ou plus, ça dépend. Peu importe le chiffre, le fait reste le même dans le lait. Il est légal d'avoir une petite quantité de pus. Le pus est le même principe que l'humain. Lorsqu'ils ont un bouton et on le presse, c'est le liquide blanchâtre et parfois beige qui en sort de notre peau. Eh bien, c'est ça qu'il y a en petite quantité dans le lait de vache. Appétissant, n'est-ce pas? Vos crêpes, vos gâteaux, vos poutines, votre pizza, etc. Tout ça en contient. Dans le fromage et tout autre produit laitier, il y a une substance appelée la caséine qui crée la dépendance, un peu comme dans la cigarette ou l'alcool, ou même la morphine. C'est pourquoi lorsque l'on mange un repas qui est très fromager comme la poutine, la lasagne, le macaroni au fromage et la pizza, nous voulons soit une plus grosse portion, soit une deuxième portion, ou soit en remanger constamment dans les prochains jours, semaines qui l'en suivent. C'est ce qu'on appelle un craving. Dans le lait humain, lorsqu'on est bébé, certains de nous en redemandent sans cesse, car même dans le lait de la mère, il y a une certaine quantité de caséine. On parle ici d'une quantité qui est de 2,7 g par litre. Si nous mettons en comparaison le lait de vache qui est 26 g par litre, en d'autres mots 10 fois plus addictif étant donné qu'il est 10 fois plus important dans le lait de vache. Le lait d'humain est l'un des moins protéinés de tous, mais certainement le meilleur pour nous. Par portion, le lait humain représente 4% de la valeur quotidienne environ de protéines et les semaines que nous avons que cette nourriture pour nous nourrir sont les mêmes que nous avons durant la période de croissance la plus rapide et la plus grande de l'humain. La controverse fait son chemin ici. Les gouvernements et d'autres institutions de produits laitiers dépensent des milliers de dollars par année pour promouvoir les produits en publicité. L'humain voit ça et en est convaincu que c'est une nécessité pour lui, alors en consomme davantage et devient de plus en plus accro. Il ne faut pas oublier aussi que l'industrie de la viande égale à l'industrie laitière, car un n'existe pas sans l'autre. Les vaches, dites bœufs sur l'étiquette, sont en fait les mêmes qui produisent du lait et cela rapporte aux produits laitiers et par le fait même, lorsqu'ils ne sont pas assez productifs, sont transformés en nourriture. Autrement dit, la vache malade, vieille et épongée de toute sa vivacité se retrouve dans notre assiette. Le simple fait de violer, exploiter émotionnellement et physiquement une espèce vivante quelconque pour mettre par la suite la fin à leur existence dans le seul but de satisfaire nos papilles gustatives me dégoûte au plus haut point. Comment l'espèce humaine a-t-il pu se rendre à un tel point inhumain, dépourvu de toute compassion, sans penser à tout ça? Fin du chapitre. Chapitre suivant, œufs. Pour ce qui est du côté éthique de la chose, on peut avoir 3 types d'exploitation pour l'industrie des œufs. La première étant les élevages en batterie, qui sont les plus communes et la pire de l'industrie car elles nécessitent que les poules ont moins de 0,050 m3 d'espace par poule. Elles sont dans des cages entassées. Elles sont entre 6 à 7 par cage. Les poules pondeuses sont dans d'énormes bâtisses avec d'autres dizaines de milliers de poules. Jamais elles ne peuvent voir le soleil ou bénéficier de la brise du vent ou encore d'une nuit calme pour dormir paisiblement. Le vacarme et la constance du bruit ainsi que le peu d'espace pour vivre amènent les poules à développer plusieurs comportements psychologiques et physiques anormaux comme par exemple l'automutilation, manger des bouts de leurs confrères ou encore les attaquer sans aucune raison.
Des précautions sont alors mises en place pour diminuer les pertes, dont les antibiotiques dans leur nourriture et la modification ou l'anéantissement de certaines de leurs moyens de défense comme leur bec et leurs ongles. Les cages sont très peu souvent nettoyées, voire même que quelques fois par année, ce qui favorise les animaux à développer des infections et maladies. Bien que médicamentées, les pertes restent toujours faramineuses. Chaque jour, des brouettes pleines de poules sont diminuées de l'inventaire. Après environ 1 an et demi, pour celles qui ont survécu jusqu'à ce temps-là, leur production diminue, dont l'industrie amène à changer les produits, entre guillemets, pour des nouveaux plus rentables. En d'autres mots, c'est la direction vers l'abattoir. Ce sont environ près de 90% de la production totale des œufs que nous mangeons qui ont une provenance de ce genre d'endroit. Ensuite, nous avons l'élevage en plein air, entre guillemets, qui comporte également les œufs biologiques. Ceux-ci ont 2,5 mètres cubes d'espace par poule, soit environ 5 fois plus d'espace que la première, ce qui paraît mieux en soi, mais que lorsque nous analysons la grandeur plus en détail, nous nous rendons compte que c'est absurde d'avoir tant peu d'espace. Mis à part le fait qu'elles ont plus d'espace pour vivre, leur vie étant tout autant misérable. Elles sont traitées de la même façon et finissent à l'abattoir avec la gorge tranchée, elles aussi. Les images de marketing et de publicité disant que le type de poules vivent heureuses dans le gazon et en super santé n'est en fait qu'un grand mensonge à la population dans le seul but de gonfler les ventes du producteur et du gouvernement. La troisième, et non la moindre, qui est l'élevage libre parcours, entre guillemets, qui est la moins pire des trois en termes d'espace que les animaux ont le droit d'avoir, soit 4 fois plus d'espace que la précédente, qui est de 10 mètres carrés par poule. Leur sort reste le même, ainsi que l'acte de possession n'est en aucun cas différent. Des œufs free range, entre guillemets, liberté en français, c'est-à-dire de petites fermes ou en liberté, ne veut rien dire au final, car légalement, la ferme peut accommoder près de 16 000 oiseaux, soit environ 9 oiseaux par mètre carré, tout en étant légal. Donc, la volaille n'est pas dans de meilleures conditions vraiment, puisqu'il y a encore l'aspect que les poules sont très encombrées par d'autres, et par le fait même exploitées et tuées à la fin pour un de leurs biens qu'elles produisent. Tout ça est en fait une ruse pour que les compagnies d'aller chercher une clientèle différente avec le même produit pratiquement que le produit classé normal. En aucun cas, ça rend l'acte correct, éthique ou moins pire de manger et prendre les œufs qu'elles pondent et de nous les approprier pour notre plaisir gustatif. Ces oiseaux ont tous le même sort, peu importe comment elles sont traitées et comment leurs conditions de vie sont meilleures d'une pratique à une autre. Chaque poule pondeuse finit par être détruite physiquement, psychologiquement et physiologiquement pour ainsi finir avec du sang qui s'écoule de leur gorge. Une étude a mené à la conclusion que seulement un œuf par jour réduit l'espérance de vie au même niveau que fumer 5 cigarettes par jour pendant 15 ans. Il y a la même quantité de cholestérol dans un œuf que dans un Big Mac. Le blanc de l'œuf est moins dommageable que son voisin jaune. Si l'on compare les deux sujets, le blanc est très pauvre en calories, soit environ 17, n'a aucune source de gras trans et saturé, aucun cholestérol, aucun gramme de glucides et aucune source négligeable de vitamines et minéraux. Bref, son seul attribut positif, entre guillemets, est qu'il contient 4 grammes de protéines. Le jaune, par contre, est de loin plus néfaste pour l'homme. Celui-ci contient 55 calories, 4,5 g de gras au total, donc 1,6 de gras trans, une grande source de cholestérol, soit 184 mg. Il y a un peu de certaines vitamines et minéraux comme la vitamine A, D, B6, B12 et du fer. Les œufs augmentent donc, avec tout ce qu'ils contiennent, les maladies cardiovasculaires de 19%, le cancer du côlon de près de 5%, le diabète de 68% et le cancer de la prostate létal de 81% avec une consommation de seulement quelques-uns par semaine.
Si l'on se fie à ces données statistiques mentionnées un peu plus haut, nous pouvons en conclure que l'œuf n'est en rien un animal qui peut se classer de santé, entre guillemets, parce qu'il est en fait un aliment qui alimente beaucoup de dangers pour notre santé à court, moyen et long terme. L'œuf fait partie du cycle menstruel de la poule en soi, ce qui peut être un puissant indice à l'humain qui n'est pas une substance qu'il doit manger logiquement. Par contre, si ça goûte bon, pourquoi ne pas le faire, n'est-ce pas? Peut-être parce que l'œuf de la poule ne nous est pas destiné sous aucune forme et qu'exploiter les animaux pour leur qualité n'est pas moral éthiquement parlant. Fin du chapitre. Chapitre suivant, miel. Certaines personnes diront pourquoi le miel? Rien n'est grave dans ce procédé, ça ne fait pas mal aux abeilles. Au contraire, le miel est en fait le résultat de plusieurs heures de travail que les abeilles ont exécutées. Cette substance qu'est le miel leur permet de survivre tout au long de l'année et même lorsque leur nourriture devient rare durant les périodes les plus difficiles. Certains producteurs leur laissent un peu de leur miel pour leur permettre de survivre pendant l'hiver, mais en grande majorité, un grand pourcentage est enlevé et remplacé par du sirop de glucose qui est pauvre en nutriments, sans vitamines et enzymes. Si l'on garde la même logique que l'humain a des problèmes de santé lorsqu'il ne consomme pas la bonne nourriture qu'il devrait consommer à cause de comment le corps humain est conçu, l'abeille sera également très semblable à ce niveau-là. L'humain vole leur nourriture en stressant les insectes à l'aide de répulsifs ou en les enfermant. Pendant ce processus, des abeilles peuvent être intoxiquées ou écrasées, donc périssent en d'autres mots. Parfois, dans l'industrie, on peut couper les ailes de la reine pour s'assurer qu'elle reste dans la ruche et ne s'enfuit pas. Lorsque le miel est dit biologique, cette pratique est interdite. Comme dans toute industrie animale, lorsque l'animal ne produit plus suffisamment pour la demande qui est nécessaire, on abat l'insecte. Encore une fois, comme dans toutes les autres exploitations animales, la reine peut être fécondée par insémination artificielle avec le sperme du mâle qu'on aura décapité pour récupérer sa semence, en d'autres mots, tué pour redonner la vie afin de permettre une constance de la production. Une combinaison d'apiculteurs ou de protection, si vous préférez, pour la récolte du miel est utilisée pour deux raisons. La première étant pour se protéger et la deuxième sera pour protéger les pertes. Je m'explique. Lorsque les abeilles se sentent menacées de se faire voler de leur nourriture, elles attaquent. Contrairement à les guêpes, lorsque l'abeille est accrochée à son dard dans sa proie, elle ne peut pas en ressortir car celui-ci est dépourvu de petites pointes ou de barbelures. Donc, elle laisse son dard, une partie de l'abdomen ainsi que ses glandes de venin dans la proie, ce qui entraîne inévitablement sa mort. Quand la saison hivernale approche, certains cultivateurs de miel préfèrent se débarrasser des abeilles puisque c'est plus rentable pour eux d'en commander d'autres plus productives au printemps plutôt que continuer à les nourrir suffisamment pour qu'elles survivent. Ce qui entraîne plusieurs milliers d'animaux exécutés, encore une fois, pour une raison strictement monétaire. Le miel vient de l'estomac de l'abeille. Il est régurgité par la bouche de celle-ci comme du vomi. Rien d'appétissant à l'idée de manger une substance qui sort de la bouche d'un animal. Le côté sucré de la substance en question peut faire oublier le fait que l'on mange du vomi pour certaines personnes. Le sucre efface la notion de logique en quelque sorte. Encore ici, on peut s'apercevoir que la même philosophie des végétaliens qui ne désirent pas encourager une industrie qui encourage le spécisme ou de voler un animal de ses biens pour leurs propres besoins de l'humain peut encore s'appliquer dans cette situation. D'où le miel n'est et ne sera jamais vegan, peu importe si l'on change les méthodes de production ou pas. La question est pourquoi persister à en acheter si notre corps ne nécessite aucunement de ces substances pour survivre et qu'il y a tant d'autres alternatives à base de plantes pour sucrer nos aliments. Fin du chapitre. Donc je vais lire un dernier chapitre, je suis environ à 22 minutes je pense, 25 dans ce coin-là.
Puis, très intéressant. Donc, ça va comme suit. Chapitre étant cuir. Le cuir si confortable, si luxueux et par le fait même si dispendieux. D'abord parce qu'il provient de la vache indienne, principalement abattue pour leur peau par milliers chaque semaine pour remplir la demande mondiale. Elles sont ferrées comme des chevaux et ensuite ligotées au niveau du cou, souvent avant d'entreprendre leur marche, car les moyens de transport se font rares dans ces pays. Les vaches sont entraînées dans l'excursion pendant des heures et des jours sans manger et ni boire, ce qui les amène à s'affaiblir sans arrêt. Celles qui sont transportées par camion sont effrayées lors du voyage étant donné que c'est la première fois qu'elles montent dans un véhicule sans eau, sans nourriture, encore une fois durant plusieurs jours de voyagement. Les vaches fatiguées et affaiblies ont le privilège de se faire casser les os et la queue où on les pince à des endroits très stratégiques pour les inciter à continuer leur chemin restant qui est parfois encore long. Si cela ne fonctionne pas assez au goût des travailleurs, ils s'empressent de forcer le bétail à bouger en les tirant par des cordes, ce qui tord leur cou. Lorsque le voyage est terminé, les vaches indiennes ont tellement peur de descendre du camion sans aucune rampe pour les aider, donc on les force sous tous les moyens possibles à les envoyer en dehors du moyen de transport, ce qui occasionne différentes fractures de côtes, de bassins et d'autres os. Le piment de Cayenne est parfois même utilisé dans les yeux de l'animal pour le forcer à se bouger. Rendu à l'abattage, pratiquement presque la moitié des animaux ont déjà subi la mort au courant des différentes péripéties qu'elles ont dû supporter. Le tannage consiste à arrêter la décomposition de la peau. On a alors recours à plusieurs produits et substances toxiques pour accélérer le processus. Les travailleurs qui occupent un poste dans ce secteur ont souvent des problèmes de santé, parfois mineurs, d'autres fois assez majeurs, étant donné la consistance et la persistance d'être toujours exposés à des produits dangereux. Il faut garder à l'esprit que les vaches pour la peau de cuir sont différentes des vaches que nous mangions, ce qui entraîne encore davantage de souffrance lorsqu'on participe en consommant les deux produits. Pour ceux qui ne peuvent pas se passer de cuir absolument, il existe le simili-cuir, le cuir synthétique, fibres synthétiques comme le polyuréthane ou le PVC, le cuir vegan / végétal à base de lin, de chanvre, ananas, champignons, etc. ou le cuir artificiel qui est conçu pour être plus abordable, parfois moins durable aussi, à base de plastique et souvent sans ou très peu dommageable environnemental ou éthique. Ces cuirs sont là pour imiter et reproduire l'effet esthétique et le confort que le cuir de vache procure. On peut le retrouver chez différents objets comme dans l'ameublement, les chaussures, la maroquinerie, les vêtements et même la sellerie automobile, bancs et matériaux dans l'habitat. Cela est sans aucun doute la meilleure option à adopter lors de nos achats quotidiens car elle procure moins de côtés négatifs que le vrai cuir tout en ayant la même satisfaction voulue. Fin du chapitre. Alors on va s'arrêter là. Prochain chapitre que je vais lire dans la partie 4 déjà va s'intituler Fourrure / laine. Très intéressant. Il est un petit peu trop long pour que je fasse la lecture en ce moment. Donc je vais m'arrêter ça là. Puis on va repartir fraîchement dans la partie 4. Alors comme à l'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo-là, un petit pouce pour me le faire savoir. Vous pouvez me laisser un commentaire, partager la vidéo avec les autres, puis abonnez-vous aussi, très important, je pense qu'il est là le bouton, bref, la caméra est inversée, fait que je suis pas certain là, mais je pense qu'il va être ici. Puis je vais le mettre à la fin du vidéo de toute façon, là, si vous savez pas trop comment ça marche. L'idée de ça, c'est qu'à chaque fois que je vais mettre une vidéo, vous allez le voir dans vos abonnements, puis vous n'allez pas en rater un seul. Très bonne idée à faire. Je dis ça de même, mais je dis rien, hein. Comme à l'habitude, n'oubliez pas, les animaux sont nos amis et on ne mange pas nos amis. Alright, peace!